Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du chapitre 4 qui concerne la résonance ou l'effet mésomère. Donc, la résonance, c'est un concept qui est lié aux effets électroniques. C'est un concept que vous avez normalement vu en chimie générale, en tout cas, au moins une introduction. Donc, il y a des termes qui devraient vous dire vaguement quelque chose, là. Donc, lorsqu'on parle de structure limite, d'hybride de résonance, d'orbital sigma, orbital pi, etc. Donc, je sais que c'est loin, donc on va revenir sur plusieurs de ces concepts-là. On va les réexpliquer rapidement. Ce qui est important de retenir, entre autres aussi, c'est que l'effet mésomère, donc lorsque votre molécule a de la résonance ou de l'effet mésomère, mais cet effet-là a toujours plus d'impact que l'effet inductif, que ce soit l'effet inductif attractif ou l'effet inductif répulsif. La résonance va avoir priorité en termes d'impact sur votre molécule. Donc, on va faire plusieurs capsules sur la résonance pour pouvoir essayer de décortiquer ça, comme c'est un concept qui est peut-être un peu plus, pas difficile, là, mais qui est peut-être un peu plus flou. Et vous allez voir qu'avec la pratique, ça devrait normalement devenir de plus en plus facile, là. Au début, ça paraît très, très fastidieux, là, mais vous allez voir qu'avec les trucs que je vais vous donner, ça devrait quand même relativement bien aller. Donc, je vous amène à ma petite présentation. Donc, on est toujours dans le chapitre 4 concernant la réactivité chimique. Toujours dans la section 4.7 sur les effets électroniques. Donc, je passe rapidement sur les premières diapos. C'est les mêmes que dans les capsules précédentes. Donc, on a vu que les effets électroniques permettent d'expliquer la stabilité des composés, l'acidité des composés, la basicité des composés. La résonance ne fait pas exception à ça. Il va même avoir un impact plus important que l'effet inductif. Mais la résonance va pouvoir aussi nous permettre d'expliquer la stabilité, l'acidité, la basicité des composés. Il existe deux effets électroniques, donc l'effet inductif qu'on a vu dans les dernières capsules, donc l'effet inductif attractif, l'effet inductif répulsif. Et vous avez l'effet mésomère, qu'on appelle aussi la résonance, qui a un impact, encore une fois, beaucoup plus important lorsque c'est présent dans votre molécule. Donc, c'est ce qu'on va commencer à voir dans cette capsule-ci, là. Donc, dans la capsule, on va vraiment faire une introduction dans le sens où on va définir les termes, on va expliquer un peu à quoi ça correspond, et on va faire des situations plus spécifiques dans les prochaines capsules. Donc, vous allez voir, il y a trois types de profils pour la résonance. Je vais les mentionner rapidement dans cette capsule-ci, là. Mais on va voir chacun des profils dans les capsules qui s'en viennent. Donc, dans la capsule actuelle, c'est vraiment juste comme une introduction à la résonance pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Donc, l'effet mésomère ou la résonance, on vous dit que c'est un concept qui s'est développé à partir de la constatation qu'une seule structure de Lewis ne suffisait pas pour décrire la véritable nature des liens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on dessinait on peut faire une structure de Lewis, puis on arrive au laboratoire, puis on se rend compte que ça ne marche pas du tout, là. Ça ne correspond pas au modèle qu'on a fait en théorie. Donc, la résonance est venue un peu corriger ça. On va voir dans quel cas est-ce que la résonance fonctionne. Donc, la résonance vient, dans le fond, arrimer la théorie des structures de Lewis pour certaines molécules avec ce qui est observé au laboratoire. Et la résonance va vraiment se produire lorsqu'il y a des électrons qui sont plus libres. On va voir, on va l'expliquer tantôt, là, des électrons qui peuvent se déplacer plus facilement à l'intérieur de la molécule. Donc, premier exemple qu'on va voir, c'est l'exemple de l'ion carbonate. Donc, CO3 2-. Donc, c'est l'ion qu'on a vu en chimie des solutions. Vous avez une structure de Lewis pour l'ion carbonate. Donc, j'ai respecté le nombre total d'électrons. Je ne sais plus combien. J'ai respecté la règle de l'octet pour chacun. Donc, vous voyez, l'oxygène rouge, il y a 2, 4, 6, 8 électrons. L'oxygène noir, il y en a 2, 4, 6, 8. L'oxygène bleu, 2, 4, 6, 8. Donc, vous voyez que le carbone aussi, là, il y a le carbone dans le centre, 2, 4, 6, 8. Donc, vous voyez que pour cette structure de Lewis-là, l'ensemble des atomes respectent la règle de l'octet. Et on voit que la somme totale des charges, donc j'ai moins 1 pour l'oxygène à gauche, moins 1 pour l'oxygène à droite, bien, ça correspond au total pour mon ion carbonate qui est de moins 2. Donc, en théorie, on pourrait dire c'est une bonne structure de Lewis. Je respecte l'octet, je respecte le nombre d'électrons pour chacun, je respecte les charges, tout est parfait. On aurait pu, par contre, faire une autre structure de Lewis. Donc, on ne parle pas juste de la pivoter. Donc, on imagine que l'oxygène rouge, noir puis bleu, c'est des oxygènes, on va dire, différents, là, même si ce n'est pas vrai. Donc, on va supposer que le rouge, on ne peut pas le bouger, le noir, on ne peut pas le bouger, puis le bleu, on ne peut pas le bouger.
De sorte qu'on aurait pu faire la structure de Lewis de cette manière-là, qui aurait été aussi une bonne structure, et on aurait pu la faire de cette manière-là, qui est aussi une bonne structure, parce que chacun des atomes respecte l'octet, je respecte l'ensemble des électrons, et je respecte les charges totales. Mais on pourrait se dire aussi, dans le fond, c'est juste la même molécule que j'ai pris au début et que j'ai tournée. La flèche est disparue. Donc, c'est comme si j'avais pris ma molécule puis je l'avais tournée. Donc, dans le sens, on pourrait se dire, bien, en réalité, c'est toujours la même molécule. Au laboratoire, comment on va se rendre compte que ce n'est pas ça? C'est à cause de la longueur des liaisons. Donc, si vous vous rappelez du cours de chimie générale, les liaisons doubles sont plus courtes que les liaisons simples. De sorte que si ma structure de Lewis, c'était une des trois qui est là, mais je devrais avoir une liaison plus courte puis deux liaisons plus longues. Donc, je vous ai mis ici les valeurs que vous aviez dans votre manuel de chimie générale. Donc, un lien CO simple, c'est 143 picomètres. Un lien CO double, c'est 120 picomètres. Pas besoin de retenir ça, c'est juste pour illustrer. De sorte qu'on voit que le lien double devrait normalement être plus court que le lien simple. Donc, je devrais avoir des liens doubles, peu importe la molécule que je vais prendre, à 120. Et je devrais avoir des liens simples, donc vous en avez deux par molécule, à 143 picomètres. Ça va? Donc, peu importe la molécule que je prends, là, on a un lien double, deux liens simples, un lien plus court, deux liens plus longs. Donc, ça, c'est ce qu'on a en théorie. Ce qu'on observe au laboratoire, ça n'a pas du tout rapport avec ça. On va se rendre compte qu'en réalité, les trois liaisons, donc que ce soit entre le C et le O rouge, le C et le O noir ou le C et le O bleu, les trois liaisons sont absolument identiques. Donc, ils ont toutes la même longueur de 132 picomètres, qui est un peu un intermédiaire entre la double et la simple. De sorte que la structure de Lewis qu'on a ici n'explique pas pourquoi est-ce que toutes les liaisons sont pareilles. Donc, tout à 132 picomètres. Donc, la résonance va venir expliquer ce phénomène-là. Autre exemple, le benzène, que vous commencez à connaître, qui était C6H6. Donc, benzène, c'est un cycle à 6 carbones avec une alternance de lien double, lien simple, lien double, lien simple, lien double, lien simple. Et sur chacun des carbones, vous avez un hydrogène. Donc, on pourrait dessiner le benzène de cette façon-là, mais on pourrait aussi le dessiner de cette manière-là. De sorte que mon lien double, il peut être, mettons, entre le carbone qui est en haut et celui de droite, entre celui qui est en bas à droite et celui en bas, donc même chose, ou le contraire, l'alternance est ailleurs. Ou on pourrait se dire, bien, dans le fond, c'est la même molécule qu'on a juste fait pivoter. Si cette molécule-là était bonne, à ce moment-là, même principe que dans le cas du lion carbonate, on aurait une alternance de lien plus court, lien plus long, lien plus court, lien plus long, lien plus court, etc. Que ce soit une molécule ou l'autre. Donc, j'ai repris des valeurs de votre livre de chimie générale. Donc, un lien simple carbone-carbone, c'est 154 picomètres. Un lien double CC, c'est 134 picomètres. De sorte que je devrais avoir normalement des liens à 134 et je devrais avoir des liens à 154. Donc, comme j'ai mentionné là, alternance, lien petit, lien plus long, lien petit, lien plus long. Donc, ça, c'est en théorie. Ce qu'on observe au laboratoire, c'est plutôt des liens qui sont tous identiques à 139 picomètres, qui est l'intermédiaire entre lien simple et lien double. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas double, c'est comme entre les deux. Donc, la résonance va venir aussi expliquer ce phénomène-là. Ça va donc. Le benzène, là, souvent, ce que j'ai mentionné, c'est que plutôt que de le représenter comme ça, on va mettre un rond dans le centre pour dire que les liens sont comme répartis à peu près partout. Donc, c'est pas simple, c'est pas double, c'est entre les deux. Vous allez même souvent voir juste un hexagone avec un rond dedans. Là. Ça ressemble un peu à une cellule ou de faire pour les ruches d'abeilles. Là. Donc, ça, c'est le symbole du benzène. Donc, comment est-ce qu'on explique la résonance? Donc, on dit le phénomène s'explique par la délocalisation des électrons faiblement retenus, électrons pi ou double libre, dans des systèmes conjugués. Puis là, vous voyez, là, c'est une phrase qui a l'air bien compliquée. Là. On va définir chacun des termes. Donc, on va expliquer c'est quoi la délocalisation.
on va expliquer c'est quoi les électrons faiblement retenus et on va expliquer c'est quoi un système conjugué. Donc, délocalisation, pour commencer, c'est un phénomène qui se produit quand vous avez un ou plusieurs électrons d'une molécule, d'un ion ou d'un métal qui ne sont pas associés à une liaison covalente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos électrons ne sont pas attachés à un atome en particulier. Ils peuvent se promener assez librement à l'intérieur de la molécule. Donc, on appelle ça un système délocalisé. Donc, ça veut dire que vos doublets libres ou vos électrons peuvent se promener physiquement. Ce n'est pas juste une déformation du nuage électronique comme dans l'effet inductif. C'est vraiment un déplacement des électrons à l'intérieur de votre molécule. Donc, ça, c'est pour la délocalisation. Quand ça se produit, bien, on va l'expliquer un petit peu plus tard. Lorsqu'on parle d'électrons faiblement retenus, ça veut dire que vos électrons ne sont pas attachés spécifiquement à un atome en particulier. Là. Donc, dans quel cas ça se produit? C'est lorsqu'on a des électrons pi. Oh, on va essayer de se rappeler c'est quoi un électron pi. Et des doublets libres. Donc, c'est les électrons pi. Voyons, les électrons pi et les doublets libres sont généralement moins retenus par leur atome. Et ça s'explique parce qu'ils ne font pas partie de la liaison covalente. Donc, on se rappelle que la liaison covalente, là, c'est la liaison qui se fait vraiment entre les deux atomes. La liaison pi et les doublets libres ne font pas de liaison. Les électrons pi, les autres, c'est la deuxième liaison qui vient se placer en haut et en bas de la molécule. Donc, je sais que la notion d'orbital atomique, c'est souvent un concept que vous aimez moins. On va juste le réexpliquer rapidement. Là. Vous n'en aurez pas besoin comme tel pour le cours, mais il faut savoir c'est quoi, entre autres, des électrons pi et c'est quoi des doublets libres. Donc, vous avez, exemple, ici, l'éthène, donc CH2, CH2, avec une liaison double. Donc, si vous vous rappelez de votre cours de chimie générale, donc, à toutes les fois que vous avez une liaison simple, bien, si vous avez une liaison, il y a au moins une des liaisons qui est sigma. Sigma veut dire que la liaison se fait dans l'axe entre les deux noyaux. Donc, la liaison sigma est toujours présente entre deux atomes qui sont liés. Les autres liaisons, ça va être des liaisons pi. Donc, autrement dit, aussitôt que vous avez une liaison, c'est sigma. Si vous avez deux liaisons, comme c'est le cas ici, il y en a une qui va être sigma, donc très forte, et une pi qui va être faible. Si jamais vous avez trois liaisons, il va y avoir une sigma forte, puis deux liaisons pi faibles. Donc, la liaison sigma, elle, est très forte. Là, les électrons de la liaison sigma ne peuvent pas bouger. Les électrons de la liaison pi, eux, par contre, sont plus mobiles. On peut les déplacer parce qu'ils sont moins attachés à l'atome qui les contient. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, vous avez des liaisons sigma ici. Donc, vous avez une seule liaison entre le C et le H, donc c'est sigma. Une liaison entre le C et le H, c'est sigma. Même chose ici, même chose ici. Et entre les deux carbones, vous avez deux liaisons. Donc, la première elle va toujours être sigma, peu importe laquelle, là. Non. Donc, il y a une des deux qui est sigma, donc qui est très forte, qui relie fortement les deux atomes. Et la deuxième qui va être moins forte, qui va être la liaison pi. Donc, il faut se rappeler qu'il y a toujours au moins de sigma. Les autres, c'est des liaisons pi. Les sigma, elles, ne peuvent pas bouger. La liaison pi, elle, peut bouger à l'intérieur de la molécule parce que les électrons sont moins retenus. Et là, je vais mettre un dessin que vous allez peut-être moins aimer, les fameux ballons. Donc, on imagine c'est la même molécule, là. Donc, CH2 avec CH2. Donc, vous avez vos deux carbones qui sont ici avec vos quatre hydrogènes, donc deux de chaque côté. Et vous avez des liaisons sigma parce que l'orbital du carbone est dans le même axe, là, vous voyez, c'est dans le même axe que l'orbital de l'hydrogène. Donc, vous avez une liaison qui se fait dans le même axe CH. Même chose ici. Même chose ici. La liaison est dans l'axe CC, dans l'axe CH et dans l'axe CH. Donc, lorsqu'il y a un recouvrement optimal des orbitales, c'est ce qu'on appelle une liaison sigma. La liaison pi, elle se fait en haut puis en bas du plan. Donc, imaginez vos liaisons sigma sont là, on les a enlevées. Vous avez l'orbital 2p de votre carbone avec l'autre orbital 2p de votre autre carbone. J'imagine que vous ne vous rappelez peut-être plus d'où vient l'orbital 2p. Là. Vous irez revoir vos notes de chimie générale. Donc, lorsqu'il y a des liaisons pi, il y a toujours un orbital 2p de disponible. Et ces deux orbitales 2p-là vont se rejoindre en haut et en bas de la molécule pour faire une deuxième liaison. Donc, on a l'impression qu'il y a trois liaisons, là, mais
Les deux ballons verts, c'est la même liaison. C'est comme si vos deux électrons se promenaient à l'intérieur de ces orbitales-là. Donc, ce qui est important de retenir, là, sigma, liaison simple, c'est toujours fort. Les autres liaisons, donc il y a toujours une sigma. Les autres liaisons entre les atomes, c'est des liaisons pi, qui sont vraiment plus faibles, donc ils sont délocalisables. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent se déplacer à l'intérieur de la molécule. Autre exemple, le NH3. Donc, NH3, vous avez l'azote avec 3 liaisons avec des hydrogènes, donc NH, NH, NH. Et vous avez un doublet libre ici qui n'est pas une liaison. En termes de sigma, ben, comme vous avez une seule liaison, ben, les liaisons NH sont toutes des liaisons sigma. Donc, ce sont des liaisons qui sont fortes, qu'on ne pourra pas déplacer à l'intérieur de la molécule. Par contre, vous avez un doublet libre qui n'est pas une liaison, donc on ne peut pas dire si c'est sigma ou pi, ce n'est pas une liaison, mais ce doublet libre-là, il n'est pas comme figé à l'intérieur des deux atomes, là. Il peut bouger à l'intérieur de la molécule. Et si je ramène les ballons pour le NH3, c'est un dessin qui est tiré de votre manuel de chimie générale. Donc, vous avez les ballons rouges, c'est vos hydrogènes, hydrogène, hydrogène. Le ballon bleu, c'est votre azote. Donc, on voit que l'azote a fait une orbitale sigma, donc dans le même plan que les deux noyaux avec l'hydrogène. Même chose ici, même chose ici. Donc, vous avez 3 liaisons sigma. Okay, les sp3, là, c'est pas grave. Et vous avez un ballon sur lequel il n'y a pas de liaison. Donc, c'est votre doublet libre qui est sur votre azote. Donc, le doublet libre, lui, il est plus mobile. Donc, les électrons qui sont figés entre les deux ballons, le ballon rouge, ballon bleu, eux autres ne peuvent pas bouger. Ils se promènent juste entre ces deux-là. Même chose ici, ils se promènent entre ces deux-là. Eux autres se promènent entre ces deux-là. Mais le doublet libre, lui, comme il n'est pas attaché à un autre atome, il est plus mobile, donc il est aussi délocalisable. Donc, se rappeler, là, les liaisons doubles sont délocalisables. La deuxième liaison de la liaison double est délocalisable. Les deux liaisons d'une liaison triple, si vous imaginez 3 liaisons, il y en a une qui est fixe, la sigma. Les deux autres, si les liaisons pi, sont délocalisables. Et les doublets libres sont délocalisables. Donc, c'est ce qu'on dit ici. Oups, c'était pas de la diapo, c'est pas ça que je vais vous montrer là. Donc, lorsqu'on parle d'électrons faiblement retenus, ce sont des électrons pi ou des doublets libres qui vont être moins retenus à leur atome respectif. Donc, vraiment retenir là, électrons pi, doublets libres, qui peuvent participer à la délocalisation. Donc, ils peuvent se mouvoir à l'intérieur de votre molécule. Donc, lorsqu'on parle de système conjugué maintenant, qui était le terme qui était dans la définition de résonance, donc c'est une alternance d'électrons faiblement retenus, donc soit des liaisons pi ou des doublets libres, et d'électrons fortement retenus, donc liaison sigma. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une alternance dans votre molécule, donc liaison pi, liaison sigma, liaison pi, liaison sigma, ou doublet libre, liaison sigma, liaison pi, liaison sigma. Donc, il faut qu'il y ait une alternance entre les électrons qui sont faiblement retenus, donc pi et doublet libre, et les électrons fortement retenus, les liaisons sigma. Donc, c'est ce qu'on appelle un système conjugué. Okay, il existe d'autres termes, là, système cumulé, etc. Là, on ne les verra pas pour l'instant. Donc, conjugué, il faut vraiment avoir alternance à quelque part dans votre molécule entre vos électrons qui sont délocalisables, donc faiblement retenus, et vos électrons qui ne sont pas délocalisables, donc fortement retenus. On va voir dans les capsules qui s'en viennent qu'il y a 3 profils de système conjugué. Je vais juste les présenter pour l'instant. Donc, doublet libre, qui est un système, qui est des électrons faiblement retenus. Liaison simple, qui est fortement retenue. Liaison multiple, dont la liaison pi est faiblement retenue. Donc, vous avez alternance, faiblement, fortement, faiblement. Ça peut être un système charge positive, liaison simple, liaison multiple. On va voir pourquoi la charge positive, pour l'instant, c'est peut-être plus obscur. Mais vous avez alternance de liaison simple, liaison multiple, donc fortement retenu, faiblement retenu. Et vous avez un troisième profil, liaison multiple, liaison simple, liaison multiple. Donc, électrons faiblement retenus, fortement retenus, faiblement retenus. Ça va? Donc, c'est les 3 profils là, pour l'instant. C'est peut-être vague. On va revenir. Donc, on va faire une capsule pour le premier type de système conjugué, une capsule pour le deuxième et une capsule pour le troisième afin de démêler un peu tout ça.
Autre définition pour l'introduction à la résonance. Lorsqu'on parle de structure limite de résonance, donc c'est un terme que vous avez déjà vu en chimie générale. Donc, structure limite de résonance, c'est des molécules qui n'existent pas réellement, mais qui expliquent un peu quand même, ou qui montrent le mouvement des électrons. Et c'est l'ensemble de toutes les structures limites qui vont expliquer davantage le modèle réel. Peut-être flou ce que je suis en train de dire là. Vous allez voir avec les exemples, ça va être plus clair. Et dans vos formes limites de résonance, vous devez mettre les charges. Donc, charge partielle, charge plus, charge moins, les doublets libres. Donc, vous devez tout mettre dans vos structures limites de résonance. Donc, on en a fait tantôt sans que j'ai mentionné le terme structure limite de résonance. Donc, ma structure de Lewis qui est ici, comme j'ai mentionné, on suppose que mes oxygènes sont différents. Donc, j'aurais pu mettre ma liaison double là, ma liaison double là, ma liaison double là. Donc, en fait, ce que j'ai trois structures limites de résonance. Donc, trois structures, on pourrait dire identiques, mais dans lesquelles mes liaisons pi ou mes liaisons doubles se sont déplacées. On voit, j'ai mis les charges, donc les charges négatives sur les atomes qui étaient négatifs. Donc, pourquoi il est négatif, lui? Charge formelle de 6 électrons de valence, moins 6 électrons libres, moins une liaison, ce qui fait moins 1. Même chose ici. Et en fait, on a vu qu'il n'y a aucune des trois structures qui est la vraie structure. Donc, on va dire que l'ensemble de ces trois structures forment les structures limites de résonance. Donc, on va mettre des flèches doubles comme ça. Et on va mettre des parenthèses de chaque côté pour dire que la première structure, ce n'est pas la vraie. La deuxième, ce n'est pas la vraie. La troisième, ce n'est pas la vraie. La vraie structure s'explique un peu comme par un... C'est même pas un mélange parce que ce n'est pas trois molécules différentes que vous mélangez. Là, c'est les liaisons doubles qui se déplacent à l'intérieur de votre molécule. Donc, c'est ce qu'on appelle les structures limites de résonance. Donc, encore une fois, là, la première, elle n'existe pas. La deuxième, elle n'existe pas. La troisième, elle n'existe pas. En fait, c'est un déplacement des liaisons pi, donc la deuxième liaison, qui explique ce qu'on observe expérimentalement. Même exemple avec le benzène. On avait vu tantôt que le benzène, on pouvait le dessiner de deux façons. Donc, imaginez que ce n'est pas les carbones, c'est pas la molécule qu'on fait juste pivoter, là. Le carbone qui est en haut, on le laisse en haut, mais on voit que les liaisons, elles, se déplacent. Donc, à la place d'être ici, ils se déplacent ici, là. Donc, il y a comme un déplacement des électrons délocalisables, les électrons pi, de sorte que ce n'est pas la structure à gauche qui est la bonne, ce n'est pas la structure à droite qui est la bonne, c'est en fait un mélange d'alternance des liaisons pi à l'intérieur de la molécule. Donc, pour le représenter, on met une flèche double, comme ça ici, et on met des parenthèses pour dire que celle à gauche n'existe pas, celle à droite n'existe pas. En fond, c'est une délocalisation des électrons qui sont représentés par les deux structures limites de résonance. Le limite de résonance, lui, c'est la structure qui est représentée par une seule molécule et qui va représenter l'ensemble des structures limites de résonance. Donc, plutôt que de mettre 2 ou 3 ou 4 ou 5 structures limites, on va mettre une seule qui va représenter un peu plus la réalité. Et c'est un meilleur modèle pour représenter des structures de Lewis pour ces molécules-là. Donc, qu'est-ce qui est important de voir dans l'hybride de résonance? Donc, les électrons qui sont mobiles, donc délocalisables, là, électrons pi, doublet libre, vous les représentez à l'aide de lignes pointillées. Donc, quand la liaison n'est pas simple, elle n'est pas double et entre les deux, on va mettre une simple et une pointillée. Les charges, donc ce que vous ne devez pas mettre de charges réelles dans les hybrides de résonance, vous allez mettre plutôt des charges partielles parce que les atomes n'ont pas toujours la même charge. Donc, des fois, ils sont positifs dans une structure, sont neutres dans l'autre, sont négatifs dans la troisième. Donc, comme les charges ne sont pas constantes d'une structure limite à l'autre, on va mettre plutôt des charges partielles, donc charges partielles positives ou charges partielles négatives. Et important, la somme des charges partielles doit être égale à l'espèce, la charge nette de l'espèce. Donc, exemple, si vous avez CO3 2-, mais la somme de vos charges partielles doit donner 2-. Si vous avez un anion qui est 3-, mais la somme doit vous donner 3-. Ça pourrait être positif là, si la somme donne 2+. Donc, exemple, donc NH4+.
Mais il faut que le total de vos charges partielles donne plus 1. Donc, si on repart des structures limites de résonance pour l'ion carbonate, donc plutôt que mettre 3 structures dans lesquelles il y a une alternance simple, double, simple, même chose ici, avec des charges réelles de -1 qui se promènent. Donc, vous voyez, l'oxygène est 0, -1, -1. Le noir, il est -1, -1, 0. Le bleu, il est -1, 0, -1. Donc, on va prendre ces 3 structures-là, on va les combiner ensemble. Donc, tout ce qui est simple, on va le mettre simple. Tout ce qui est double, on va le mettre double. Puis tout ce qui, des fois, est simple, des fois est double, on va mettre un pointillé à la place. Puis même chose pour les charges. Donc, vous voyez, si je reviens en arrière, là, la liaison C, oxygène rouge, est double, est simple, est simple. Donc, elle est comme entre les deux. Même chose pour carbone et oxygène noir, simple, simple, double. Puis même chose avec l'oxygène bleu, simple, double, simple. De sorte que les 3 liaisons sont des fois simples, des fois doubles. Donc, on va mettre des pointillés à chacun. Si jamais il y avait une liaison qui était toujours simple, peu importe la structure, on la laisserait toujours simple. Puis s'il y avait une liaison qui était toujours double, ben, on la laisserait toujours double. Donc, on fait juste mettre des pointillés pour ceux que ce n'est pas toujours la même chose. En termes de charge, on voit que l'oxygène est 0, -1, -1. Donc, en moyenne, il est comme -2 tiers. Là, 0 plus 0, -1, -1 divisé par 3, ce qui fait -2 tiers. Même chose pour l'oxygène. Même chose pour l'oxygène noir. De sorte que mes charges, c'est -2 tiers, -2 tiers, -2 tiers. Et on voit que si on additionne les 3 charges, -2 tiers, plus -2 tiers, plus -2 tiers, ce qui fait un total de -2, ce qui correspond à la charge réelle de cette molécule-là. En chimie organique, on va moins se soucier du 2 tiers, là, de la valeur numérique de la charge. On va plutôt mettre des charges partielles. Donc, plutôt que mettre -2 tiers, -2 tiers, -2 tiers, on va juste mettre delta moins pour dire que les oxygènes sont partiellement négatifs dans ce cas-ci. Si jamais il y avait des charges partiellement positives, on les indiquerait aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Donc, on met des lignes pointillées pour représenter les liaisons qui ne sont pas complètes, là. Vous voyez qu'il n'y a pas de doublet libre, parce que les doublets libres varient d'une structure limite à l'autre. Si je reviens, donc vous voyez que l'oxygène rouge, des fois, il y a 2 doublets libres, des fois, il y en a 3. Donc, dans l'hybride de résonance, là, on ne met pas les doublets libres, on met des charges partielles plutôt que des charges réelles, et les liaisons représentent comme la moyenne un peu des structures limites de résonance. C'est ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Même chose avec le benzène. Donc, on va faire le même exercice. Donc, dans le benzène, vous voyez qu'il n'y a pas de charge. Donc, ça ne sera pas compliqué. Vous voyez que vous avez une alternance. Donc, le lien qui est ici, des fois, il est double, des fois, il est simple. Même chose, des fois, il est simple, des fois, il est double. Donc, le benzène, on va le représenter soit avec une ligne pointillée ou avec un rond qui représente l'hybride de résonance. Mais on a pu mettre juste en pointillé, ça a été correct aussi. Et l'hybride de résonance, c'est une meilleure représentation de la réalité parce qu'on voit que les liaisons ne sont pas simples, ne sont pas doubles. Donc, c'est une meilleure représentation. Et j'ai mis une image que vous avez dans votre manuel de chimie organique. Là. Ça, c'est la représentation du benzène. Donc, vous voyez, toutes les liaisons sigma sont représentées. Et vous avez les électrons pi, vous en avez 6 dans ce cas-là, qui se promènent, qui tournent autour de votre molécule, là, comme ça ici. Donc, pourquoi j'ai dit 6 là? Si je reviens en arrière, là. Donc, vous avez une liaison pi là, 2 électrons, une autre liaison pi, une autre liaison pi, puis chaque liaison, c'est 2 électrons. Donc, vous avez 6 électrons délocalisables dans cette molécule-là. Donc, vos 6 électrons se promènent librement dans cette structure-là, si on veut. Et c'est ce qu'on appelle la résonance. Je pense que c'est tout ce que j'avais, oui. Donc, c'est une introduction à la résonance. Là, je sais que ça fait beaucoup de termes, de concepts. Normalement, il y en a quelques-uns que vous avez déjà vus en chimie générale. Ce qu'on va faire dans les prochaines capsules, c'est qu'on va prendre chacun des profils. Donc, les profils que j'ai mentionnés ici, là, si je reviens à ma capsule. Je vais me montrer ici.
c'est trop droit. Donc, les trois profils qui sont là, alternance, double libre, liaison simple, lien multiple, charge positive, lien simple, lien multiple, et lien multiple, lien simple, lien multiple. Donc, on va prendre chacun de ces profils-là indépendamment, puis on va regarder ce qui se passe, et on va faire une capsule pour chacun d'eux. Donc, je suis déjà rendu à plus d'une demi-heure, donc on se revoit pour la prochaine capsule.